Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et je suis très heureux d'avoir encore une fois un invité récurrent au podcast après le retour de Xavier Garand au dernier épisode qui avait fait, si vous vous rappelez bien, le robot qui se réoriente comme le ferait un chat. Et là, il nous a parlé d'un robot qu'il a développé dans le cadre de son doctorat qui a une proprioception avancée. C'est très intéressant pour le futur de la robotique là, et la collaboration humain-robot. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. La dernière fois, maintenant l'invité d'aujourd'hui, qui n'est pas Xavier Garand, a utilisé ses vastes connaissances dans la matière pour nous vulgariser la 5G et ce que ça signifiait comme avancée pour les télécommunications. Mais aujourd'hui, on essaie quelque chose d'un petit peu différent. On va un peu faire un look en arrière, plus un look historique. Il va nous dresser un portrait de l'histoire de la radiocommunication. Re-bienvenue au podcast, mon cher ami Philippe Bourgault. Merci à toi, Émile. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour rechercher ça. Je comprends que c'est pas parce qu'on connaît bien un sujet dans son état moderne. Toi, tu travailles en électrique, tu as fait un bac en génie électrique, une maîtrise en génie électrique et tu te connais bien en 5G, tu te connais bien les radiocommunications actuelles, mais de projeter ton regard en arrière vers l'histoire de ça, je comprends que ça demande quand même beaucoup d'efforts pareil. Là, donc, merci beaucoup d'avoir fait les recherches là-dessus et pour nous en parler aujourd'hui. C'est vraiment cool. Ben, c'est mon plaisir. En fait, un peu comme tu as mentionné, mon background, c'est le génie électrique, mais ma concentration, c'est vraiment les télécommunications. Donc, évidemment, pour développer des nouvelles technologies en télécommunications, c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui a déjà existé auparavant pour, ben, premièrement, pas faire les mêmes erreurs, mais aussi pour bâtir sur ce qui a été fait puis améliorer, arriver avec des innovations, là. Ben oui, c'est ça, c'est tout le temps ça. C'est une des raisons, c'est ça, pourquoi c'est intéressant de regarder l'histoire, justement, pour apprendre des erreurs puis bâtir là-dessus, tu sais. Puis là, c'est ça, tu as mentionné que ta spécification ou ta spécialisation, excuse-moi, là-dedans, c'était justement un peu ce domaine-là, la radio, la télécommunication. Mais c'est drôle parce que c'est toi qui m'as mentionné que c'est assez récent que tu as appris de la vraie signification ou de la profonde signification du terme radio. Tu sais, nous, on s'imagine qu'une radio, c'est une radio dans ton char. Là, tu mets un poste puis tu entends une diffusion. Mais de ce que tu me disais, c'est comme vraiment plus vaste que ça. C'est plus un sujet en général. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ça? Oui, ben effectivement, en fait, je suis tombé sur un livre à la bibliothèque qui décrivait l'histoire de la radio. Puis un peu comme toi, pour moi, la radio, c'était simplement euh, l'équipement qui était dans notre véhicule, puis on tournait un poste, puis on entendait, on avait différentes chaînes. Pour moi, c'était ça la radio. Puis en lisant le livre de l'histoire de la radio, tu te rends compte que c'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Euh, puis c'était en fait, la radio qu'on retrouve dans notre char, c'est vraiment un peu les balbutiements de tout ce qui est télécommunication en général. Maintenant, notre téléphone, la télévision sans fil, le Wi-Fi, tout ça est venu avec l'innovation de la radio en premier lieu, là. Fait qu'en en réalité, c'est quoi? Ce que tu veux dire, c'est que c'est une technologie, c'est comme la technologie de base de diffuser des choses dans l'air. C'est-tu un peu ça? Je le comprends-tu bien? Oui, exactement. En fait, ben, tu sais, avec l'histoire que je vais détailler aujourd'hui, tu sais, on voit que les premiers acteurs, les premiers scientifiques qui ont découvert qu'il était possible de transmettre de l'information sans fil, euh, ils ont justement utilisé ce principe-là pour transmettre de l'information comme la voix, la communication, puis qu'on l'a utilisé maintenant pour le divertissement, pour transmettre des nouvelles et tout ça, là, puis on l'a intégré dans nos véhicules. Mais à partir de là, c'est allé plus loin, plus que de juste transmettre la voix ou du divertissement à travers notre radio, ben, on peut utiliser la même technologie pour transmettre à une certaine époque, un peu plus tard, on avait la télévision, où l'information vidéo était transmise sans fil aussi à travers des antennes. Par la suite, là, on a nos téléphones, la 4G, la 5G, mais au final, c'est tout le même fondement. Donc, quand on parle de radio, on pense à l'objet de la radio, tu sais, comme on dit dans notre véhicule, mais le concept lui-même de la transmission sans fil date de beaucoup plus longtemps que ça. Euh, puis en fait, c'est toute cette avancée-là qui a mené à tout ce qu'on a maintenant de sans fil, là. C'est ça, c'est super intéressant. Puis on peut peut-être avec ça commencer sur. Je m'étais pris un petit peu des notes générales de où qu'on voulait s'enligner là-dessus. Puis ça commence avec le télégraphe et le code Morse. Moi, c'est ça que j'avais. Effectivement. OK, Ouais. fait qu'on parle à peu près au 19e siècle, à peu près 1840. J'avais 1870. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce que tu avais trouvé par rapport à ça, de la transmission de messages? Parce que je sais que c'est pas. On n'est pas encore rendu à avoir des choses sans fil à cette époque-là, là, le code Morse. Là. Je pense qu'il fallait qu'ils mettent vraiment des lignes dans le sol, puis des genres de câbles électriques. Là. Fait que peut-être que tu pourrais nous parler un peu de ça pour commencer.
Non, effectivement, tu commences à la bonne époque. Je pense qu'au début des années 1800, ben, l'électricité, c'était encore un nouveau concept, disons comme ça, parce qu'il était encore à découvrir c'était quoi les propriétés de l'électricité et tout ça. Ils ne savaient même pas comme il n'y avait pas nécessairement de batterie, c'était pas encore vraiment complètement fonctionnel. Mais quand ils ont eu les premières découvertes de l'électricité, évidemment, c'était câblé. Il y avait des fils. Puis justement, leur moyen de communication, c'était le code Morse parce qu'il était capable d'envoyer des impulsions électriques à travers un câble. Puis ces impulsions électriques-là pouvaient être désignées par justement des points ou des barres, tout dépendant de la longueur de l'impulsion électrique. Donc, s'il envoyait une impulsion électrique d'un côté, il était capable de la recevoir de l'autre côté, tout simplement, puis était encodé sous le format code Morse qui correspond à des points et des barres pour représenter l'alphabet, tout simplement. Mhm. Donc, c'était le premier, disons, mode de télécommunication, là. On parlait de télégraphe parce que c'était Mhm. justement des barres et des points, là. Puis il fallait Oui. justement quelqu'un qui veut dire un message, qui l'encode sous forme de code Morse, qui l'envoie avec sa machine de son télégraphe pour qu'à l'autre côté, il soit décodé de la même façon, là. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est commencé. Euh, Par la suite, un autre acteur quand même très connu, Graham Bell, Mhm. qui encore a des répercussions aujourd'hui, on va en discuter Ouais. un peu après. Mais lui, c'est intéressant parce que lui, c'est l'inventeur du téléphone, pour ne pas cacher la surprise. Mais il a culminé différentes technologies. Par exemple, il y avait un brevet de microphone que lui a acheté pour inclure dans son téléphone. Puis lui-même a développé le brevet de haut-parleur. Et les deux combinés, il a pu convertir justement le code Morse qui était utilisé avec des impulsions vers une communication vocale. Donc, on pouvait parler à travers un microphone. Cette impulsion électrique-là était transmise sous forme, était modulée avec la voix, transmise le câble et reçue à l'autre côté avec un haut-parleur. Donc, on pouvait vraiment transmettre la voix à ce moment-là. OK. OK. Ben, tu sais, je m'excuse, je coupe, je m'insère 2 secondes, mais je veux juste essayer comme de mieux comprendre. Quand on parle du code Morse, tu sais, je sais que c'est des genres de signal en trois impulsions, là, fait qu'on pourrait dire, mettons, je sais que SOS, c'est la seule chose que je sais. SOS, ben, je me dis, ça va être utile sûrement un jour quand je vais être pris sur une île déserte, là. C'est 3 points, c'est 3 points, puis 3 barres, puis 3 points, puis 3 barres. Je sais pas si les 3 points, c'est le S ou le O, ou vice-versa, là, si c'est le S ou le O, mais je me dis, si je fais juste 3 points, 3 barres, 3 points, 3 barres, à un moment donné, ça va faire SOS, puis quelqu'un qui va m'entendre va venir me sauver. Mais là, après ça, c'est la seule chose que je connais là, du code barre, du code Morse. Mais là, après ça, quand on passe au téléphone avec Alexandre Graham Bell, est-ce que tu es en train de dire qu'il fait un encodage Morse du signal de voix ou c'est non, pas nécessairement ça, il fait juste envoyer le signal de voix à quelque Non, part? effectivement. C'est vraiment une autre technologie où qu'à ce moment-là, au lieu d'envoyer des impulsions comme le code Morse le fait, euh, c'est vraiment, il va moduler le son de la voix à travers un microphone qui va avoir différentes amplitudes. Ok. Tu peux le voir comme des impulsions, mais avec différentes amplitudes pour justement les sons et les tonalités de ta voix qui vont Mhm. pouvoir être euh, inversés avec le haut-parleur pour justement reproduire le son de la voix, transmettre le signal électrique en signal de voix à la sortie. Peut-être que tu le sais pas, c'est bien correct que tu le sais pas, mais est-ce qu'il y a une transformation qui est effectuée au signal quand il est pris par le microphone à ce moment-là puis qui est envoyé? Je pourrais pas dire, mais je ne crois pas de toute façon qu'il y avait l'équipement pour le faire parce qu'on va pouvoir en parler un peu plus tard, mais les premiers systèmes d'amplification ont été développés au début 1900. Donc, OK. il y avait même pas d'amplification. Donc, nécessairement, il a pu prouver que le téléphone fonctionnait. Je ne sais pas sur quelle distance, jusqu'à quelle distance il a été capable de parcourir, mais certainement, ça avait des limitations, là. Mais il était capable Ouais. quand même de voir qu'on était capable de synthétiser la voix et de la reconvertir de l'autre côté, par exemple, à travers un Ouais. haut-parleur. C'est intéressant parce que on dirait de la manière que ça me semble, puis les premiers téléphones que j'ai vus comme en bois, là, tu sais, très artisanal, ça a un peu une qualité analogique. Mais je sais pas si c'est vraiment analogique, là, tu sais. Puis là, la différence entre analogique ou digital, pour ceux qui savent pas, un bon exemple de ça, c'est un peu une montre, là. Tu peux avoir une montre analogique comme étant une montre avec des aiguilles. Donc, t'as presque un signal que techniquement, tu pourrais zoomer à l'infini sur ton aiguille puis tu la verrais se déplacer sans incrément. Là. Elle ferait juste être C'est fluide. Tandis continu. que c'est Ouais. continu. Merci. OK, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Tandis que, mettons, une montre digitale, ben, c'est carrément les chiffres. Il dit les chiffres, puis les chiffres increase, montent un par un.
les secondes, les minutes, les heures, ça dit les chiffres carrément. Donc là, un téléphone, je le vois comme une genre de belle boîte artisanale. C'est encore à cette époque-là, on utilise ça pour parler. On se dit pas, on ne dirait pas qu'à cette époque-là, on a vraiment l'idée de communiquer vraiment des informations, des données. Je ne sais pas si pendant la Première Guerre mondiale, avec le code Morse, ils transmettaient des données vraiment, mais on dirait que c'est plus à cette époque-là, on pense même pas à ça, c'est juste, on veut juste se parler, là. C'est tellement un besoin comme essentiel de pouvoir se parler sur des longues distances que c'est ça qu'ils vont venir faire finalement. Ouais, puis Ouais, vas-y. ben, en fait, en lisant là-dessus, je trouvais ça super intéressant parce que Graham Bell, son histoire à lui, en fait, sa mère et sa femme étaient les deux malentendantes. C'est ce qui a un peu forgé sa carrière parce que il se retrouvait toujours dans des groupes, dans les communautés malentendantes pour les aider en leur apportant des solutions ou des inventions qui leur permettraient de communiquer avec le monde extérieur. Donc, Hmm. par exemple, en convertissant, par exemple, un signal de parole en signal visuel avec des lampes, peut-être, ou peu importe c'est quoi la méthode, mais il s'est toujours intéressé à ce domaine-là parce que justement, sa famille était malentendant. Donc, Mhm. c'est drôle à quel point ça a forgé le téléphone, qui est une communication avec les autres, puis maintenant que c'est rendu chose commune là, pour nous. Là. Pour tout le monde, ben oui, tu sais, Exact, exact, ouais. c'est spécial, ouais. Je savais pas que c'était forgé par cette chose-là, cette anecdote-là. Tu sais, c'est intéressant tout le temps de voir comment un peu notre entourage nous enligne vers des carrières spécifiques. Tu sais, moi, dans mon cas, mettons, mon père, tu sais, il avait étudié en génie civil. Puis c'était un peu une des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller en génie, là, finalement, en génie mécanique. Fait que tu sais, c'est toute une raison. Là. J'avais plein d'anecdotes de préparer, tu sais, pour tous les sujets qu'on a. Puis là, c'est même pas une anecdote que j'avais de préparer, fait que tu la sais même pas. C'est là, mais mon père, justement, il m'a dit de quoi hier, quand je soupais avec lui, qui est intéressant. Puis je sais pas si c'est cette technologie-là de téléphone très primitive, si c'était par rapport à ça qu'il me disait son anecdote, mais dans le fond, il me disait qu'il se rappelait encore que quand il avait à peu près 5 ans, lui, il habitait dans une genre de maison familiale là, qui avait plein de monde. Là, puis, il était très jeune à cette époque-là. Fait que, ça devait être dans les années 70, dans le fond, début 70. Il habitait dans un rang à Saint-Nicolas. Là. Fait que, il n'y avait pas beaucoup de maisons dans sa rue. Mais dans le fond, il disait que c'était la même ligne téléphonique qui rejoignait tous les téléphones. Fait que dans le fond, quand tu te faisais appeler par quelqu'un, il disait que c'était tout le temps la même ligne. Fait que si tu voulais, là, tu pouvais pogner le téléphone puis entendre ce que ton voisin se faisait appeler pour. Puis aussi, il disait que quand quelqu'un appelait la rue, finalement, il y avait une tonalité. Dans le fond, le nombre de tonalités de la sonnerie, ça t'indiquait c'était pour qui sur le rang. Fait que si t'entendais, mettons, 2 tonalités, ring ring, ça voulait dire, mettons, que c'était la deuxième maison sur le rang. Fait que là, c'est comme, OK, c'est pour nous, on répondait. Puis là, il me disait que tout le monde écoutait, dans le fond, les conversations de tout le monde. Puis que là, son grand-père, il se rappelait qu'il se choquait, mettons, contre les voisins. Puis il était comme, je sais que tu m'écoutes, tu sais, raccroche le téléphone, tu sais, des genres de chicanes de même. Fait que je Aïe. trouvais ça drôle. C'est quand même drôle parce que c'est comme, tu sais, c'est juste par le fait que c'est tout rejoint ensemble. Puis ça devait être ça au début, là, finalement. Là, ça devait être tout partout ça. Là, on parle d'un rang. Fait que, peut-être que la technologie s'était pas rendue, tu sais, là, finalement, encore, là, la technologie. Ouais, ben effectivement, ben, c'est une super anecdote. Effectivement, j'étais pas au courant de ça, mais ça aussi, ça fait partie un peu du développement qui a été fait dans les 100 dernières années, c'est de répandre le réseau de téléphone à grande échelle, parce que, tu sais, effectivement, on peut communiquer une personne avec une autre personne comme des talkie-walkie, mais quand tu viens à mettre ça à grande échelle avec toutes des villes, par exemple, si tu vois une tour à condo ou tu sais, des tours à New York, il faut que tu ailles mettre un téléphone dans chaque chambre. Comment tu fais pour que la ligne filaire se rendre un peu partout? C'est quand même un problème d'ingénierie. Là. Tu peux pas mettre des câbles partout parce qu'il y aurait des câbles, vraiment, ça C'est serait, fou, ça le serait câble. énorme. Là. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis tu pourrais pas non plus que tout soit rejoint sur le même câble, sur la même ligne, sinon ça aurait juste aucun sens. Tu sais, Oui, dans le monde moderne, exact. d'avoir justement une tour à condo avec un câble de téléphone, puis que ce soit la même ligne partout, là. Ouais, ouais, exact, exact. Wow. Puis là, j'avais peut-être. OK, puis là, mon autre. Ah oui, mon autre anecdote que j'avais par rapport à Belle. Puis là, peut-être qu'ensuite, peut-être qu'après, tu vas-tu être prêt à ce qu'on se déplace vers l'autre sujet qui était J'avais Oui, la télégraphie sans fil. ouais, ouais, ouais. Ouais, OK, parfait. Fait que ce que j'avais, c'était que, dans le fond, quand Bell a fait le premier appel téléphonique qui était une réussite, là, le premier successful appel téléphonique, il a appelé son assistant Thomas Watson. Puis là, je trouve ça drôle que son assistant s'appelle Watson, là, mais en tout cas. Il a seulement dit, tu sais, comme nonchalamment, là, Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. Tu sais, comme si c'était de rien, là, mais finalement, c'était le C'est premier une appel grosse qui était une réussite. invention. Exact, Ouais, c'est ouais. ça. Fait que c'était quand même drôle. Là. Puis ça, merci en passant à ChatGPT pour les petites anecdotes. On peut peut-être douter de la véracité, de leur véracité, parce que j'ai pas vérifié les sources,
mais c'est probablement vrai. Là, fait que, voilà. Ouais, effectivement. Que ce soit aussi banal que ça, c'est possible. C'est possible. Ouais, puis tu sais, on va voir aussi dans les autres anecdotes, il y en a d'autres qui ressemblent un peu à ça, là, qui sont un peu du même ordre, là, fait que bon, en tout cas, on va les mentionner tantôt. Fait que là, maintenant, on peut peut-être se déplacer dans le temps. On est comme dans une machine temporelle et on se déplace à une vitesse fulgurante dans les années. Ouais, ouais. Maintenant, vas-y. Juste pour donner une idée à ceux qui écoutent, en fait, le téléphone justement de Graham Bell a été développé en 1877. OK? Donc, à ce moment-là, on était capable de transmettre de la voix à travers un câble en 1877, alors que l'électricité n'était même pas commune dans les villes. Ça donne une petite idée, là. Mais après ça, en fait, dans ce siècle-là, il y a beaucoup de développement en génie électrique qui a été fait. Qu'il y a justement des scientifiques, des mathématiciens qui ont développé des modèles pour se rendre compte que avant, on avait le champ électrique d'un côté, qu'on connaissait, par exemple, l'électricité statique. Quand tu frottes une ballonne sur ta tête, tu vois l'accumulation de charge que tu es capable de coller au mur. On savait que ça existait. On avait ce champ invisible-là électrique qui existait. De l'autre côté, on avait le champ magnétique, où quand tu colles des aimants, par exemple, il peut y avoir une répulsion, une attraction de ces aimants-là. Encore là, c'est un champ invisible. On ne savait pas nécessairement de quelle façon ces champs-là étaient liés les deux ensemble. OK, on pensait que c'était peut-être deux choses distinctes, mais on ne voyait pas dans quelles circonstances ou mathématiquement comment on pouvait lier ces deux champs-là. Puis même le champ magnétique, on savait que la Terre avait un champ magnétique parce qu'on avait des boussoles qui nous orientaient. Donc, on savait qu'il y avait ce genre de force-là invisible qui existait. Puis là, il y a un acteur important qui s'appelle James Maxwell, qui, lui, a développé des équations mathématiques qui sont vraiment très populaires. Là. Pour ceux qui ont fait un bac en génie électrique, c'est probablement les cours les plus, je ne vais pas dire les plus complexes, mais ceux qui demandent le plus de fil à retordre aux ingénieurs parce que c'est des équations assez complexes puis assez abstraites. Mais une fois qu'on comprend un peu le fondement de ces équations-là, après ça, ça déroule un peu tout le génie électrique en lui-même. La fameuse équation V égale à RI, donc la tension égale au courant fois la résistance, c'est essentiellement basé sur les équations de Maxwell, mais une version vraiment simplifiée. Mais bon, essentiellement, les équations de Maxwell, ce qu'il nous disait, c'est que finalement, le champ électrique qu'on connaissait et le champ magnétique, c'était deux faces de la même médaille. Donc, c'était deux champs invisibles qui sont interreliés, qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Puis les ondes électromagnétiques, celles qu'on connaît le plus, ce que tout le monde connaît, c'est la lumière. La lumière, c'est une onde justement électromagnétique qui se déplace dans l'air, invisible. Donc, le canal de conduction, c'est l'air. On n'a pas besoin de câbles comme on utilisait auparavant là, pour transmettre des signaux, comme on parlait du télégraphe avec le code Morse. Fait Donc, OK, vas-y, excuse-moi. en fait c'est lui, tout ce qu'il a prouvé, c'est vraiment au niveau mathématique. Il a développé des équations mathématiques pour démontrer que ces deux champs-là existaient et qu'ils étaient interreliés. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'expérimentation qui avait été faite. C'est vraiment un peu plus tard, dans les années à peu près 1890 presque, donc à peu près une 13aine d'années après que Graham Bell a fait son invention du téléphone, qu'un autre acteur qui s'appelle Heinrich Hertz, qui est encore là connu aujourd'hui pour son nom de famille, Hertz, où ce qu'on va, par exemple, quand on va parler de l'électricité dans une maison, c'est 60 Hertz. La radio, quand tu vas mettre ton poste de radio, c'est 95.3, qui est 95.3 MHz. Donc, son nom est resté parce que c'est lui qui a fait la première démonstration expérimentale de justement des équations de Maxwell, qui a prouvé que il a créé un générateur, je vais dire un générateur d'éclair, mais c'est plus un générateur de haute tension, qui à distance était capable de montrer qu'il y avait une étincelle qui était capable de générer à travers l'air. OK, Okay, il donc, captait ça, là, il captait ça dans l'air à distance. Ça a l'air d'être important pour exactement. plus tard. Là. OK. Exactement. Donc disons qu'il y avait son générateur à un certain endroit, puis plusieurs mètres à côté, il était capable de montrer qu'il y avait une génération qui était faite. Donc, à quelque part, il a prouvé qu'il était capable d'avoir une certaine communication, un certain transfert d'énergie dans l'air. OK? Puis à ce moment-là, je veux dire, ça devait être de la magie pour eux parce que, je veux dire, pour eux, le champ électrique, le champ magnétique, c'était déjà des champs invisibles qui étaient comme un peu, je dirais pas incompréhensibles. Moi, pour la plupart du monde, ils n'étaient pas nécessairement parfaitement bien compris. Donc, de là, de démontrer qu'il était capable de transmettre de l'énergie sans fil, ça devait être clairement un grand exploit. Là. Hey, je savais pas que Hertz était la première à avoir démontré ça.
Honnêtement, pour moi, encore aujourd'hui, puis je l'ai mentionné à l'épisode qu'on a fait ensemble, le transfert des ondes, c'est un peu de la magie noire là, encore, là, de dire qu'on peut transmettre des informations comme ça dans l'air, là, quasiment, là, ben, c'est ça, dans l'air, c'est comme de la magie. Hertz, peut-être que je suis comme plus sûr si tu l'as mentionné. Oui, on connaît son nom de famille, on connaît les Hertz, l'unité de mesure. Peut-être pas eux qui savent pas, on pourrait peut-être le mentionner. Un Hertz, une unité de mesure qui mesure un nombre de battements ou un nombre de pulsions par seconde. C'est une unité qui est tellement répandue, tu peux l'utiliser pour quasiment n'importe quoi, là, parce que c'est pas un nombre de quelque chose de fixe. C'est pas nécessairement des mètres par seconde, c'est pas des battements de cœur nécessairement par seconde, c'est juste n'importe quelle patente par seconde, c'est un Hertz. Fait que c'est comme une unité qui est tellement malléable, je trouve, par rapport aux autres unités de mesure. Un mètre, tu pourras jamais vraiment le déplacer au-delà d'un mètre. Mais un Hertz, c'est vraiment malléable. En tout cas, Effectivement. Ouais. c'est mon admiration des Hertz. Ouais, voilà. fait que là, maintenant, j'ai l'impression que. Fait que là, est-ce que tu avais mentionné tout ce que tu voulais mentionner par rapport à Hertz? Parce qu'après ça, je suis plus sûr si on va vers la télégraphie sans fil ou s'il y a un autre acteur avant Ben, Monsieur en fait, Marconi. c'est là que ça a vraiment démarré un peu, je veux dire, notre histoire de la radio, l'histoire de la télécommunication sans fil. Parce qu'après cette première démonstration-là, ben là, il y a différents acteurs. Je vais en nommer deux, puis on va un peu voir leur parcours. Mais ils ont vu un certain potentiel avec cette technologie-là, au-delà de ce que même Hertz avait vu dans son expérimentation. Puis c'est là que vraiment l'histoire de la radio a décollé, puis est ce qu'elle est rendu aujourd'hui. Donc, les deux acteurs que je vais présenter, ils ont un peu une vie en parallèle. Il y a Guglielmo Marconi, qui est lui que je pense qu'on doit l'histoire de la radio, même si c'est pas super clair dans la littérature, parce que ça a été fait à une époque où c'était très peu documenté et que, étant donné qu'il y avait différents scientifiques qui développaient un peu sur cette application-là sans fil, c'est difficile de mettre le doigt sur qui a vraiment développé la première radio. Mais notre deuxième acteur, c'est le fameux Nikola Tesla qu'on connaît très bien justement avec son nom aussi, son nom de famille. Mais pour donner un peu une histoire, Marconi, c'est un Italien qui vivait, il n'est jamais allé à l'école, il a toujours appris avec des tuteurs parce que sa famille était plutôt riche. Puis il avait un intérêt justement pour la physique, la chimie, l'électricité, tout ça. De l'autre côté, Nikola Tesla, c'est un Serbe. Puis un peu la même histoire, c'est un très bon intellect. Il a toujours de la facilité à l'école, des bonnes notes, tout ça. Puis à un certain moment, son premier emploi, en fait, il a travaillé dans une compagnie de télégraphe. Donc je pense que c'est là que son intérêt justement pour l'électronique, la télécommunication a comme démarré. Mais en fait, l'entreprise de télégraphe, c'était télégraphe avec filaire. Là. On n'avait pas de technologie à ce moment-là encore sans fil. Mm-hmm. OK. Si on commence avec Marconi, Marconi, justement, il s'est intéressé aux travaux de Hertz parce qu'il était, malgré qu'il n'est pas allé à l'école, il s'intéressait beaucoup à la dernière avancée technologique, aux innovations. Puis je pense du fait que sa famille était un peu plus fortunée, il était en contact avec des personnes du cercle scientifique, dont justement les travaux de Hertz. Donc, quand il a su la démonstration que Hertz a fait, il s'est tout de suite intéressé à améliorer un petit peu le concept. Puis, justement, lui, sa vision, c'était de l'utiliser comme communication. Donc, je pense que c'est pour ça que lui, on lui donne le titre d'inventeur de la radio parce qu'il a tout de suite vu l'innovation de transmettre la communication à travers l'air. Mais c'est vraiment là la prémisse un petit peu qui a commencé ses travaux. Puis, son premier travail qui a démontré aussi un peu de la même façon que Hertz, lui, c'était pour faire une machine pour détecter les orages. Donc, il a mis dans sa cour arrière en Italie un détecteur, en fait, parce qu'il sait que les orages, ils vont générer un grand fort champ électrique. Donc, quand l'éclair va sonner, quand l'éclair va tomber, sa machine va intercepter ce champ électrique-là très fort et va conduire un signal pour allumer, par exemple, une lumière. Mm-hmm. Donc, c'est un petit peu la façon qu'il a démontré qu'il était capable justement de détecter ce champ électrique-là qui était dans l'air. Okay, ouais. Par la suite... Mm-hmm. Ah oui, j'allais demander. Ça me fait penser un peu à. Excuse-moi de t'interrompre, ça me fait un peu penser à. On pense à Benjamin Franklin, je pense, ou Thomas Edison. Il y en a comme un des deux qui faisait c'est une expérimentation connue avec un cerf-volant qui veut attraper l'éclair, mais je me rappelle pas. Je sais pas si c'est avant ou après ça, puis je me rappelle pas vraiment c'était quoi l'objectif derrière ça.
Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus avancé dans le cas de Guglielmi, là, que tu parles maintenant. Ouais, exact. Ben, effectivement, dans le cas de Franklin, c'était le paratonnerre, justement pour attraper les orages, pour pas qu'ils tombent sur les maisons, par exemple. Ok, ouais. Mais dans le cas de Marconi, c'était vraiment pour utiliser le champ électrique de ces éclairs-là pour ensuite détecter leur présence, puis justement allumer une lumière s'il y a des éclairs, par exemple. Mhm. Puis il a vu le fonctionnement, puis après ça, il s'est dit qu'il va développer son propre transmetteur. Ce qu'il a fait, effectivement, chez lui. Puis ça a fait de boule de neige. Il a pu démontrer à un certain moment qu'il était capable de communiquer à travers son transmetteur et son récepteur sur une distance de 2 km. Mais il faut mentionner faut mentionner, c'est important que les premières communications sans fil, que ce soit Marconi ou Tesla ou peu importe, se sont faits avec le même principe que le code Morse qu'on parlait un peu plus tôt. L'introduction du téléphone avec le microphone et le haut-parleur, c'est venu vraiment plus tard. Parce que c'était vraiment plus facile de transmettre juste une impulsion. Ok. Parce que c'était un générateur haute tension, c'était pas modulé d'aucune façon. C'est un générateur haute tension qui envoyait des impulsions, puis de l'autre côté, était reçu. Puis tout dépendant de la longueur de l'impulsion, il pouvait encoder ou décoder des messages. OK, fait que c'était pas, c'est ça, ce que tu dis, c'est que c'était pas des voix, là, c'était vraiment pas des voix ou des données vraiment high-tech, là, c'était seulement des beats, comme le code Morse, mais c'est que là, on l'envoyait pas dans des fils, on l'envoyait dans l'air, finalement, c'est ça? Exactement. Fait qu'on est OK. revenu un petit peu en arrière parce que, bon, Graham, il a développé le téléphone qui était une communication vocale filaire. Avec Mhm. la communication sans fil, on était revenu un petit peu en arrière parce qu'on était de retour avec le code Morse, avec le télégraphe, mais quand même, on était capable de communiquer sur des longues distances sans fil. Donc, ça avait vraiment un intérêt parce qu'on n'avait pas besoin de placer un câble entre deux villes pour communiquer, par exemple. Ouais. Ouais, c'est ça, ben oui, c'est vraiment hot, puis c'est ça, t'as pas besoin de mettre un fil. Puis j'ai une petite anecdote, j'ai un petit point relié à ça là, que ChatGPT m'a révélé par rapport à ça. C'est que quand il a réussi à transmettre son signal radio invisible, entre guillemets, là, puis c'est ça, comme je mentionnais, c'est un peu de la magie, là, dans ses débuts, donc au travers d'une colline, il s'est exclamé l'invisible est devenu visible. Donc, sûrement en italien, sûrement pas en français, là, mais, mais c'est intéressant parce que c'est ça, ça parle un peu de tout ce que tu mentionnes là. C'est qu'à cette époque-là, on commençait à capter vraiment les champs magnétiques, les champs électriques et faire du sens de ça dans des longues distances. Ouais. Puis Fait que je je trouve peux ça hot. vraiment croire qu'à cette époque-là, c'était de la magie parce que tu transmets une certaine quantité d'énergie sans fil, puis que tu dis, comme tu as mentionné, de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui était capable de capter, puis qui était capable de Ouais. décoder ce que j'ai mentionné. C'était vraiment, ça devait être vraiment perçu comme de la magie à cette époque-là. Là. Mais oui. Puis, tu sais, là, le film Oppenheimer vient de sortir au cinéma. C'est un film réalisé par Christopher Nolan, qui est quand même un grand réalisateur moderne. Puis, il y a un de ses films, c'est ça, ça m'a fait penser à ça, qui s'appelle Le Prestige. Je sais pas sûr si tu l'as déjà vu, ce film-là. On a peut-être déjà parlé là, de ce film-là. Ça te dit quelque chose? Non, je crois pas, non. OK. C'est un film avec David Bowie. Puis dans le film, David Bowie joue Nikola Tesla, dans le fond. Puis Nikola Tesla, dans ce film-là, c'est un film sur les magiciens. Fait que c'est deux magiciens. Je pense un, c'est Christian Bale. Et l'autre, c'est... bon, je me rappelle plus c'est qui l'autre, là. Puis ils ont comme une guerre. Puis ils se font comme des... Ah là, c'est Hugh Jackman, l'autre. C'est Hugh Jackman puis Christian Bale. Puis ils ont une guerre de magie, là. Ils essayent de se faire les plus gros shows puis les plus gros tours de magie. Puis ils se font comme des pranks. Puis ils ont comme une... C'est ça, ils ont comme une guerre un contre l'autre. Puis le personnage de Nikola Tesla est intéressant là-dedans parce que c'est ça, c'est comme le concept que la physique à cette époque-là, c'est comme de la magie. Fait que c'est vraiment un très bon film, là, si jamais le monde sont intéressés. Là. Ça m'a comme fait penser à ça. Donc, excuse, fait que là, je t'ai interrompu avec ma petite parenthèse cinéma. Fait Non, que là, non, c'est correct. Mais en fait, il y a tu peux beaucoup de continuer. représentations cinématographiques qui sont très bons pour décrire ce qui s'est passé à l'époque, puis de le mettre sous forme vidéo ou de film, qu'on peut les écouter. Puis en fait, on apprend plein de choses dans ces films-là, puis on peut voir les personnages, comment ça a été découvert, puis comment ça a été perçu par le public aussi. Là. Ben Euh, oui, ouais, c'est ça. mais ouais, si on revient avec notre histoire de Marconi, quand Mhm. il a démontré qu'il était capable de transmettre, comme tu dis, à travers une colline ou quelques kilomètres de distance, il a fondé sa propre compagnie, puis il est allé un petit peu plus loin avec ça, puis de prouver qu'il était capable de transmettre à des distances toujours plus grandes. Il a prouvé qu'il était capable de transmettre 120 km. Ensuite, il a prouvé qu'il était capable de transmettre un signal transatlantique. Mais Wow. essentiellement, ce qu'il faisait, c'était tout simplement d'augmenter la taille de son antenne, puis d'augmenter la puissance de son générateur. OK. En augmentant ces deux aspects-là, bien,
tu augmentes la puissance que tu transmets, donc tu peux transmettre sur des plus longues distances, puis être capable de recevoir de l'autre côté euh, le même message. J'imagine que tout ça sans le rendre plus dangereux, probablement, il n'y avait pas des risques d'électrocution ou quelque chose à ce moment-là, vu que c'était comme un signal magnétique, électromagnétique, il n'y avait pas de risque, sais-tu? Je crois pas qu'il. Je sais pas, j'ai pas vu aucune mention de ces problèmes-là. C'est peut-être effectivement arrivé. Mais dans l'histoire de la radio, on parle plutôt justement des accomplissements que c'était sur longue Ouais, distance. Je ne sais pas si c'est arrivé des problématiques à ce ouais, niveau-là. Peut-être bien. Parce qu'effectivement, que ouais. le transmetteur utilisé pour transmettre sur 2 km n'est clairement pas de la même puissance que le transmetteur utilisé pour envoyer un message transatlantique. On est d'accord. Donc, Ben oui, c'est ça, je l'imagine, genre grossir son antenne, grossir son puissance, tu sais, augmenter le petit bouton, là, il tourne le bouton dans le sens horaire au max, là, c'est comme let's go, 120 ouais, km. exact. Puis Ouais. la première démonstration transatlantique, c'était entre l'Irlande puis le Canada, justement, Saint Hmm. John's en Terre-Neuve et Labrador. Puis il a utilisé justement un cerf-volant pour tenir son antenne parce que son antenne était tellement grande que pour tenir l'antenne droite, il a utilisé un cerf-volant pour recevoir le message. C'est la première démonstration Ok. transatlantique. Ça a été fait en 1901, pour donner une idée, là. À peu Hmm. près une dizaine d'années après la première démonstration de Hertz. Donc, il y a un développement quand même assez Wow. rapide, là. Ouais, pis ça aide quand même ça aide quand même à me situer là-dedans parce que j'avais un des trucs que je m'étais noté, puis c'est un peu par rapport, on mentionnait les risques, mais c'est que au-delà des risques de l'innovation, il y a aussi beaucoup de bienfaits. Est que suite, puis là c'est ça, j'imagine c'est suite à ce test transatlantique-là, le système de communication de Marconi a été installé sur le Titanic, qui a là, finalement coulé en 1912, mais quand le Titanic coulait, les opérateurs de radio transmettaient des messages de détresse par ce système-là. Puis apparemment que ça leur aurait aidé à coordonner les sauvetages des survivants du Titanic, ce système-là. Puis là, on parle en 1912, tu as dit que ça a été développé en 1900-1901, le longue Ouais. distance. C'est quand même 12 ans après. Fait que là, je sais qu'il y a d'autres innovations. Il y a peut-être d'autres points qu'on va mentionner entre ces deux temps-là. Mais quand même, c'est intéressant de voir que ce système avant-garde-là, la fine pointe de la technologie est installée sur le Titanic. C'est un peu comme ça que ce bateau-là nous a été toujours présenté, que c'était comme un peu le plus gros, le plus beau bateau de cette époque-là. Tu sais. Puis justement, c'est important de voir que justement la radio, ce qui n'est pas nécessairement mentionné peut-être dans les films ou autres, mais ça l'a aidé à sauver du monde parce que sans ces messages de secours, il n'y a aucune personne qui aurait su que le Titanic allait couler, donc il n'aurait pas pu sauver personne. Mais au moins Ouais. avec la transmission sans fil, la transmission par message radio, ben, ils ont pu justement envoyer des secours vers le Titanic pour sauver du monde. Mhm. OK. Donc, je pense qu'on va faire une pause ici, puis on va reculer un petit peu dans le temps pour voir le parcours de Nikola Tesla de son côté, qui a suivi un petit peu en parallèle les mêmes travaux un peu que Marconi. Mais Tesla, lui, premièrement, pour se rendre compte de la technologie sans fil, il s'est rendu à Paris pour voir une exposition que Hertz avait faite qui avait démontré son principe de communication sans fil. Puis justement, à ce moment-là, Tesla, il a vraiment vu un fort potentiel d'énergie sans fil. Donc, quand il est revenu aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là, Tesla avait déménagé aux États-Unis pour continuer ses travaux, quand il est revenu aux États-Unis, c'est là qu'il a vraiment investi beaucoup de temps, puis qu'il a développé la fameuse bobine Tesla qu'on connaît ou qu'on peut voir dans presque tous les musées de sciences. Là. On va retrouver une bobine Tesla qui est essentiellement la démonstration à grande échelle de l'expérimentation de Hertz. Donc, la bobine Tesla, Mhm. c'est un enroulement de fil d'un côté et d'un autre côté, un deuxième enroulement de fil qui sont distincts un de l'autre, puis qui est capable de démontrer qu'il est capable de transmettre de l'énergie de la première bobine à la deuxième bobine sans contact, donc à travers l'air. Et la bobine Tesla, c'est juste une amplification à grande échelle de ce principe-là. Donc, ça crée des gros arcs électriques. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est vraiment dans cette période-là que Nicolas a bâti sa première bobine Tesla. C'est vraiment hot parce que c'était un peu une des raisons pourquoi je me suis dit que je voulais faire un podcast sur les innovations, c'est de potentiellement inspirer des gens. Mais là, c'est hot de voir que dans ce cas-là, Tesla est juste allé à une conférence comme ça. C'est là qu'il y a eu le spark, c'est là qu'il a été inspiré par ça. Je trouve ça vraiment malade. Là, il a juste été craqué par ça. Là. Fait que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Puis c'est ça, pour la bobine Tesla, je vais essayer de mettre des images. C'est vraiment impressionnant les éclairs là, qui peuvent découler de ça, de ces engins-là. Là. Donc, génial. Fait que Puis, le Tesla, c'est ça de son. Ah, vas-y, ouais.
Ben justement, Tesla, une fois qu'il a développé il a compris, à force de développer des expérimentations, sa bobine Tesla, il a compris que justement, il était capable de transmettre plus que juste de l'énergie sans fil. Puis il était capable un peu plus de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, à un certain point, même, il a démontré au public qu'il était capable d'allumer une lampe. Il était sur un stage, puis il était capable avec son générateur, d'allumer une ampoule qui était à l'autre bout du stage. Donc, ça, encore là, ça devait être de la magie pour le public parce que, je veux dire, l'électricité n'était même pas encore courante, à part dans les grandes villes. Puis ça venait probablement juste de commencer. Puis là, qu'il était capable d'allumer une ampoule à distance, ça devait être complètement fou. Mhm. Puis il a essayé de commercialiser ce produit-là, mais malheureusement, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Je ne sais pas si c'est parce qu'au niveau des investisseurs ou au niveau du produit lui-même qu'il n'y avait pas nécessairement de traction. Mais c'est comme un petit peu mort dans l'œuf, là. Ouais, puis c'est qu'on dirait que c'est toutes ces années plus tard qu'on commence à voir là, des systèmes de recharge pour nos téléphones sans fil, là, finalement, qu'on fait juste déposer le téléphone sur la table. J'ai comme le feeling que c'est un peu comme l'aboutissement de tout ça. C'est un peu comme enfin la réalisation de cette idée-là de sans fil. Puis j'ai l'impression que petit à petit, il y a beaucoup de choses qui vont perdre leur fil relié à ça. Là. Puis en même temps, ça peut être bien. Là. Tu sais, c'est la transmission par induction, là, je pense, Ouais, là, comme ouais. par l'air. OK, bon, ça peut être bien en même temps parce que les fils, des fois, c'est tannant. Là. Fait que, voilà, c'est Ouais, pour ben ça qu'on est effectivement, là. il y a beaucoup de recherches ou de brevets souvent qui sont faits avant-gardistes puis qui ne voient jamais de potentiel commercial justement parce que c'est trop avant-gardiste. Puis ça prend souvent une certaine période de temps avant que le public se rende compte du potentiel puis vraiment dans quelles Ouais. circonstances ça peut être applicable à leur vie de tous les jours. Puis c'est souvent le cas de Nikola Tesla parce que Nicolas, il a fait, juste pour un fait intéressant, il y a au-dessus de 300 brevets à son nom. Il a développé énormément de choses, mais malheureusement, il est souvent tombé dans l'oubli parce qu'il n'a jamais réussi à commercialiser toutes ses inventions. Donc, c'est des inventions, des prototypes. Il a démontré des technologies incroyables, mais il n'y avait pas l'aspect de commercialisation, ce qui a fait qu'il n'est jamais devenu riche comme Edison, par exemple, puisqu'il a réussi à faire la commercialisation de ses ampoules. Mhm. Ouais, c'est comme l'autre, si tu veux comme vivre de ça, c'est comme l'autre moitié du travail qui est vraiment importante, la commercialisation, tu sais. Mais Ouais. tu sais, dans ce cas-là, on voit que c'est vraiment plus un scientifique avant tout, là. C'est triste, tu sais, c'est comme beaucoup d'artistes que finalement, c'est comme ils sont pas populaires tant qu'ils sont pas morts, là, tu sais, ça c'est vraiment triste, là, tu sais, c'est comme, je sais pas, peut-être pas Mozart, là, mais tu sais, il y a des artistes comme, je pense, Picasso, tu sais, il y en a que ils peinturaient dans leur studio des belles affaires et tout. Puis c'est après qu'ils soient morts que là, ils prennent beaucoup de valeur. Puis que là, ça devient vraiment intéressant. Puis le monde se rend compte à quel point c'est hot. Là. Bon, malheureusement. Mais justement, pour continuer avec l'histoire de Nicolas, il a fait ces démonstrations-là, mais comme tu peux voir, Nicolas, lui, il ne s'est pas intéressé tant que ça à la communication sans fil. Il s'est intéressé plutôt à la transmission d'énergie sans fil. Donc, lui, c'était vraiment pour transmettre d'énergie sans fil pour éventuellement permettre à tout le monde d'avoir accès à l'énergie sans que ce soit câblé dans les villes, par exemple. Il y a d'autres travaux qu'il a fait qui ne sont pas nécessairement reliés à la communication, mais qui allaient dans cette direction-là. Donc, les deux, ils ont utilisé le moyen de communication sans fil, ben, en fait, le médium qui était l'air, mais pour deux applications différentes. Donc, c'est pour ça que Marconi est souvent plus associé à la radio, parce que son objectif principal, c'est vraiment de la communication. OK, mais Un, là, excuse-moi, je suis juste vraiment curieux de ce que tu as mentionné par rapport à Tesla. Tu dis qu'un des objectifs de ces travaux, c'était de rendre les villes, d'avoir moins de câbles dans les villes, puis de transmettre vraiment le courant par l'air pour les villes. C'est ça que tu as mentionné? OK. Puis là, ouais, toi, en tant que personne qui a fait beaucoup d'études dans l'électricité et tout, quel est l'aboutissement de ça? Est-ce que tu sais, on en est-tu aujourd'hui à un stade qui a moins de fils qu'avant à cause de ça, ou c'est vraiment une technologie qui est vraiment, vraiment out there, qu'on n'est vraiment pas rendu là et que c'est ça qui n'a pas vu le jour encore? ben, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir des entreprises qui développent des systèmes de transmission d'énergie sans fil. Comme tu parlais un peu plus tôt, notre téléphone qu'on peut charger sur notre borne de recharge sans fil. Mhm. Mais tu commences à voir des compagnies tout récemment, dans les 10 dernières années, disons, qui développent des systèmes, par exemple, une ampoule que tu mets au plafond, puis que ça va transmettre d'énergie à ton téléphone ou ton ordinateur portable qui est sur la table, par exemple. Ou tu peux imaginer dans des Ouais. salles de conférence en entreprise, tu as un projecteur ou une ampoule au plafond qui alimente tous les ordinateurs portables sur la table.
OK, qui ne sont pas câblés. Donc, on Hmm. voit qu'il y a cet engouement-là, une espèce de besoin pour développer ces applications-là qui sont ce que Nicolas a essayé de faire à peu près 100 ans OK. auparavant. Là. OK. C'est parce que tu sais, du haute tension, on s'entend, tu sais, dans les villes, c'est tellement beaucoup de courant, mais c'est ça, il y a tellement de pollution visuelle incroyable apportée par tous ces maudits câbles électriques-là. Là. Tu sais, je fais juste me tourner la tête, là, littéralement, là, puis je vois plein de câbles électriques en arrière des blocs d'appartements où je suis, puis tu sais, c'est vraiment pas beau, puis ça, on dirait que ça gâche un peu des fois la beauté d'habiter chez soi. Tu sais, il y a juste tellement des câbles électriques partout. Là. Ouais. En tout cas, fait que je trouve que c'est tellement une belle poursuite. Puis donc, c'est peut-être une des genres de choses qu'on peut espérer que dans les prochaines années, peut-être dans les 20, 30 prochaines années, peut-être qu'il va y avoir des développements là-dedans intéressants. Après avoir poussé tellement loin les télécommunications, comme toi, tu travailles là-dedans, peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être un engouement qui va se faire plus pour ça. Bon, fait que Ben je, peut-être, ouais, peut-être. En ça fait, serait cool. c'est un petit peu dans la même veine, c'est un petit peu dans la même orientation que les communications sans fil, justement, mais c'est vraiment plus de la haute puissance. Ouais. Euh, mais c'est vraiment intéressant de voir que des compagnies qui développent ça 100 ans plus tard, alors que Nicolas a essayé de le faire à son Ouais. époque. Donc, il était vraiment très avant-gardiste, puis ça Mm. n'a pas fonctionné malheureusement, mais l'idée était là quand même. Là. Ouais, c'est vraiment hot. Ouais. Fait que Nicolas, il a continué aussi à faire différentes expérimentations de son côté avec cette technologie-là. Puis une qui est quand même mémorable, c'est il est allé à New York, au Madison Square Garden. Il y avait une exposition. Puis il est arrivé avec le premier bateau télécommandé. Puis il a démontré ça au public en 1904, je crois. En 1898, pardon. Donc c'était un petit peu avant 1900. Il a démontré qu'il était capable de contrôler un bateau à distance. Donc ça aussi, encore là, ça devait être de la pure magie pour le monde qui était là. Tu vois une boîte en métal sur l'eau qui flotte, puis qui est capable de la contrôler, puis d'allumer les lumières on et off. Ça devait être, à distance, ça devait être incroyable de voir ça. Vraiment. Là. Vraiment, c'est la naissance du marché des affaires, des véhicules téléguidés, tu sais. Exact, exact. Et beaucoup plus Donc, encore. ouais. Donc, fait que c'est ça. Nicolas a vraiment travaillé de son côté aussi. Il est arrivé avec plusieurs innovations. Mais comme je mentionnais plus tôt, c'était pas nécessairement dans l'orientation de la télécommunication. Euh, Ok. donc, si on combine un peu les deux, en 1909, Marconi a reçu le prix Nobel pour ses travaux Hmm. en radio-télécommunication. Puis à partir des débuts 1900, 1905, 1910, à ce moment-là, son prototype de radio, comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'était encore avec l'utilisation de pulsations de télégraphe. Mais Mhm. ça a été converti au début des années 1900 en communication vocale. Donc, on utilisait le microphone et le haut-parleur, mais sans fil à ce moment-là, pour transmettre des messages. Les premières, c'est là que vraiment les Ok. premières diffusions radio qu'on va appeler les premières stations radio. C'était pas encore commercial, c'était vraiment comme pour les amateurs la plupart du temps, ou par exemple militaires, ou par exemple des applications vraiment plus spécifiques. Euh, mais on voit qu'il était capable de transmettre des messages entre deux endroits. Fait que vraiment la voix, là, c'est ça. Plus juste des codes, vraiment la C'est voix ça, directe. Fait que là, on exact. transforme. Fait que là, j'imagine qu'on fait une genre de transformé, peut-être transformé de Fourier, là, je m'avance vraiment peut-être, là, mais on transforme donc la voix pour l'encoder, l'envoyer en signal sûrement, puis après on la capte et on la retransforme en voix qu'on peut entendre. Exact, exact. Ouais. Ok. Parce que justement, au début des 1900, on a aussi l'introduction du vacuum tube, qui est essentiellement un des premiers amplificateurs, disons, qui nous permettait justement d'amplifier la voix et tout ça. Donc, c'était vraiment, c'est une des technologies qui a permis de justement transférer du code Morse à la voix pour la transmission sans fil. Donc, Ok. à partir de, je dirais, on parlait du Titanic tantôt en 1912. À partir de ce moment-là, je crois plus que le télégraphe, ou si le télégraphe est encore utilisé, ça devait être dans quelques applications seulement. Mais pour les années suivantes, on s'est plus orienté vers la communication vocale. Là. Ben oui, puis là, tu sais, c'est le début. Là, on commence à approcher de la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, ben, la Première Guerre mondiale aussi, dans le fond. Là, mais moi, ce que j'avais dans mes notes, c'est que la Deuxième Guerre en particulier était une guerre qui apporté beaucoup d'avancement, tu sais, dans ce domaine-là. Puis c'est ça qui est un peu dommage. Ben, je veux dire, c'est ça la seule, peut-être, bonne chose qui est tirée des guerres, autant que ce soit terrible, c'est qu'il y a tellement d'avancées technologiques, puis qu'à la fin, on se rend compte souvent que nos vies, quand on regarde toutes les guerres qu'il y a eu, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées par les technologies, puis par le genre de
sentiment d'abandon ou le sentiment d'être désespéré, de dire on doit développer des nouvelles technologies pour X raisons. Puis là, fait que les scientifiques poussent très, très fort pour ça. Fait que c'est tout le temps comme, je trouvais ça intéressant à mentionner à ce niveau-là. Fait que là, je sais pas si c'est là que tu t'en allais après la Deuxième Guerre ou si tu avais peut-être autre chose avant ça. Non, mais c'est vrai ce que tu mentionnes parce que durant les guerres, malheureusement, il y a beaucoup de capital qui est injecté, puis il y a beaucoup de pression parce qu'on a un certain deadline à respecter parce qu'on veut gagner la guerre essentiellement. Donc, on trouve tous les moyens, les technologies possibles, puis on va investir dans ces technologies-là pour qu'il y ait un développement assez rapide pour justement gagner la guerre. Donc, c'est souvent le résultat de ça, c'est que ça va développer des technologies plus rapidement que s'il n'y avait pas de guerre, malheureusement. Mais effectivement, la radio, ça a été utilisé dans les deux guerres. Ça a eu des avantages, ça a eu des inconvénients, mais que ce soit, par exemple, pour la population, pour avoir une espèce de sentiment de communauté, au moins d'avoir des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe durant la guerre, la radio était importante pour ça. Ça a été important pour, évidemment, l'équipe militaire, pour envoyer des messages entre les différents groupes militaires. Puis même durant la Deuxième Guerre, ça a été utilisé d'une autre façon. C'est plutôt pour intercepter les messages ennemis qui étaient transmis sans fil. Puis évidemment, les messages étaient encodés, mais c'était de recevoir les messages ennemis et essayer de les décoder le plus rapidement possible pour essayer de gagner la guerre, de comprendre ce qu'ils veulent faire pour gagner la guerre. Puis je crois que tu as vu le film de Benedict Cumberbatch, justement, le jeu de l'imitation en 2014, qui est en fait, qui est un peu cette histoire-là où il essaie de décoder le message allemand le plus rapidement possible pour gagner la guerre essentiellement. Puis c'était des messages qui étaient interceptés justement par les ondes sans fil. Wow, ouais, c'est ça. J'avais jamais réalisé que c'était des messages d'ondes sans fil. J'avais toujours pensé que c'était des messages, des genres de, je sais pas, pas des lettres. Là. Ouais, dans ma tête, c'était comme, je pense que c'était genre des glyphes sur des feuilles, mais tu sais, c'est ça, c'était des messages sans fil qui ont intercepté. Tu vois, j'avais comme pas jamais pensé à ça. Mais oui, c'est vraiment un bon film, là, ce film-là aussi. Puis c'est un film aussi relié au développement de la science, comme on a parlé tantôt du film Le Prestige. C'est toujours intéressant. Puis l'Oppenheimer qui vient de sortir, tous ces films-là sont vraiment intéressants. Tu sais, le genre de l'innovation historique, là, c'est toujours intéressant. Fait que là, aujourd'hui, tu sais, on parle pas vraiment d'innovation, nouvelles innovations modernes, mais on parle d'innovations qu'il y a eu dans le passé qui sont très intéressantes. Puis c'est en hâte d'en apprendre là-dessus. Là. Exact, exact. Si on revient aussi dans les années 1920, un petit peu avant les guerres, justement, c'est là que les compagnies qui s'est développé un peu une radio commerciale. Donc, des compagnies où leur intérêt, c'était de transmettre du divertissement, des nouvelles ou quoi que ce soit sous forme de radio à leur population. Donc, on voit des compagnies comme la BBC, donc la British Broadcasting Company, qui est fondée justement en 1922. Il y a d'autres compagnies comme la NBC, la CBS, qui c'est encore des compagnies qu'on connaît aujourd'hui qui diffusent du contenu, qui ont été créées à peu près il y a 100 ans dans le but de transmettre des messages radio. Donc aujourd'hui, leur activité, ils ont changé. C'est plus nécessairement des messages radio, mais c'est des compagnies qui ont été développées sur cette base-là. Oui, puis là, ce que je voyais, peut-être que tu vas nous en parler un petit peu plus, puis excuse-moi de t'interrompre encore une fois, mais mettons la AT&T, j'ai l'impression qu'elle était vraiment impliquée à beaucoup d'étapes ensuite dans le développement de la radio. Elle est comme tout le temps là dans le background quand tu t'y attends comme pas. Là, elle est tout le temps un peu là. Ouais. Un peu pas le puppet master, là, mais quasiment. Là, elle est tout le temps présente, juste là, puis progresse avec les technologies jusqu'à, je pense, en 2007, quand ils ont dévoilé l'iPhone. Je pense que les premiers iPhones, tu étais obligé d'être avec AT&T aux États-Unis pour que ça fonctionne, un genre d'entente d'exclusivité. Mais quand même, AT&T était encore là, tu sais, dans le background. Ben, en Donc, fait, oui, AT&T a été fondé avant ça, bien avant. En fait, Ah. AT&T, ça a été... on revient avec Graham Bell. Graham Bell qui a fondé la Bell Telecommunication Company ou quelque chose de similaire, qui voulait transmettre, en fait, développer le téléphone puis son réseau téléphonique. Puis quand il est arrivé au Canada, aux États-Unis, Graham Bell, ben, il y a eu une combinaison de deux compagnies qui est devenue AT&T. Donc, AT&T, ça date avant 1900. Puis comme tu dis, ils ont toujours été un peu dans le background parce qu'ils ont toujours suivi un petit peu cette technologie-là de téléphone et de réseau téléphonique. C'est pour ça qu'on les retrouve encore aujourd'hui, quasiment plus de 150 ans plus tard. Oui. Mais est-ce que tu connais donc le lien entre la compagnie Bell et la compagnie AT&T? Tu es en train de dire qu'il y a un peu un lien entre les deux, c'est ça? En fait, la compagnie de Bell, pas nécessairement le Bell qu'on connaît aujourd'hui, mais le Bell de Graham Bell,
ça a été une combinaison de deux compagnies, compagnie de Bell et une autre compagnie compétitrice qui ont été combinées pour fonder AT&T, OK. qui était American Telephony and Telegraph Company, je pense. Ah, ouais. Fait que, donc, ce que Ouais. tu dis, c'est que OK, le Bell d'aujourd'hui, c'est un autre Bell complètement différent de ça. Ben, C'est c'est pas une le Bell filiale, créé. OK. c'est une filiale aujourd'hui de AT&T, mais c'est OK. pas je sais pas si c'est le Bell initial, parce que le Bell initial a été combiné avant Mhm. les débuts 1900. Là. OK. Donc, le Bell d'aujourd'hui qu'on connaît, c'est une filiale d'AT&T, qui, elle, est une combinaison de Bell, du Bell original et d'une autre compagnie. Selon Compétition. moi, je crois que oui. On Ouais, pourrait faire un ouais. genre Ce de serait à schéma, là. vérifier. Ouais, ça Ouais, serait c'est vérifié, ça. OK. On n'est pas ça pour du Ouais. cash, ça veut dire. Non, non, c'est ça, OK. c'est ça. OK. Euh, bref, puis quelques autres aspects clés peut-être dans le timeline. En 1930, la radio FM à ce moment-là a été développée. Pourquoi? Parce que avant, on avait la radio AM. Je ne sais pas si tu es déjà amusé dans ton auto, tu as la radio AM et FM. Mhm. On n'utilise presque plus la radio AM parce que justement, la radio FM offre une meilleure qualité audio. C'est un des principaux aspects. Puis, je veux dire, la radio FM a été Hmm. développée en 1930. On l'utilise encore aujourd'hui. On Ouais, c'est l'utilise ça. de moins en moins, mais tout de même, c'est encore une technologie qu'on utilise aujourd'hui. Wow, ouais, je me suis toujours demandé c'était quoi la différence exacte entre les deux, puis pourquoi il y avait vraiment moins de postes. Puis on dirait que les postes AM, c'est tellement des postes bizarres, là. On dirait que c'est tellement des postes en anglais ou des postes que t'entends pas vraiment c'est quoi. C'est un peu creepy, là, tu sais, parce que c'est genre des postes que tu lis jamais, puis là, t'es comme, c'est quoi ça? Genre, il y a aucune musique là-dessus, c'est juste du monde qui parle, ou peut-être que c'est que ça capte plus loin, genre aux Ouais. États-Unis, ou ah, c'est ça. La Ok. radio AM a une plus longue portée, mais le désavantage, c'est justement la qualité audio est réduite. C'est moins Donc, je bonne. pense qu'à ce Hmm. moment-là, l'idée, c'est d'avoir plusieurs stations FM, donc pas nécessairement de capter plus loin, mais d'avoir une meilleure qualité audio pour ta communauté, ta ville, par exemple. Ouais, c'est ça, à cette heure, justement, tu sais, les postes de radio, c'est en local, tu sais, quand tu fais Québec-Montréal, c'est là que tu t'en rends compte, là, OK, là, j'ai plus mes postes de radio, je suis un peu Ouais, déstabilisé, tu sais. Puis, exact, mais tu exact. sais, est-ce que tu connais donc la différence entre le mot, l'acronyme AM ou FM? AM, ça veut dire Amplitude Modulation. Dans le fond, tu modules ta voix, par exemple, justement avec l'amplitude. Je parlais d'impulsion un peu plus tôt. Donc, tu modules avec l'impulsion de ces impulsions-là. L'amplitude de ces impulsions-là. Puis la radio FM, c'est Frequency Modulation. Fait au lieu de moduler l'amplitude, tu vas garder l'amplitude constante, mais tu vas changer la fréquence. Donc, c'est un peu. Hmm. Je ne vais pas rentrer Ok. nécessairement dans les détails, mais ce que ça fait, c'est que ça réduit un peu les interférences parce qu'au lieu d'avoir une seule fréquence, puis si par exemple tu vas derrière je sais pas, derrière un édifice, puis l'édifice bloque par exemple, cette fréquence-là, tu n'entends Mhm. plus t'entends plus ta radio. Mais en Ouais. ayant une radio FM, tu modules la voix selon la fréquence. Ça veut dire que tu n'es pas juste sur une fréquence. Tu es sur un certain spectre de fréquences, sur plusieurs fréquences. Donc, même si l'édifice que tu es à côté, il bloque une certaine fréquence, c'est pas grave parce que tu as d'autres fréquences sur lesquelles tu peux écouter le même poste. OK, fait que c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi la qualité est mieux, là, dans le fond. Oui, exact. Ça réduit les interférences. Puis, ouais, exact. Wow. Ouais. OK, ah. Ah, c'est génial, OK, Euh, ben, c'est nice. Je savais pas qu'on pourrait parler de ça, fait que c'est parfait. Donc, ouais, donc là, comme on disait tantôt, la Deuxième Guerre est arrivée, il y a eu beaucoup d'aspects intéressants. Là, on arrive dans les années 50, où ce que le premier transistor est conçu. C'est quoi un transistor? C'est Ouais. essentiellement le petit-fils du vacuum tube qui avait été développé Hmm. 50 ans plus tôt. Donc, le transistor, encore là, c'est juste un amplificateur. C'est un petit composant qui permet d'amplifier un signal électrique. Puis, c'est quoi l'aspect intéressant du transistor, par exemple, par rapport au vacuum tube? C'est sa taille. On peut réduire la taille d'un transistor infiniment petit. On retrouve des milliards de transistors aujourd'hui dans des petites puces, alors que des vacuum tubes, c'est essentiellement des ampoules. Imagine qu'un transistor, c'est une ampoule. Si tu vas avoir 1 million de transistors maintenant, comme on a dans une puce, ben, tu peux avoir 1 million d'ampoules. Là, ça ne ferait aucun Ouais. sens. Tu aurais des hangars plein d'ampoules. Là, fait que Ah, c'est vraiment wow. là que comme la technologie a vraiment encore là pris un autre aspect qui a permis d'évoluer à grande échelle. C'est vraiment l'arrivée du transistor. Puis le transistor est important pour, au début, les radios, parce que la radio, c'était un produit qui était rendu populaire, commercial et tout ça. Puis imagine que ta radio, c'est gros comme les anciennes TV ou c'est gros comme un gros meuble, mettons, ta OK. commode chez toi, OK? Ouais, ouais, Mais ouais. là, avec l'arrivée du transistor,
Là, maintenant, ta radio, tu peux la mettre dans ta poche. Ouais, Tu peux la rapetisser énormément. Donc, c'est miniature. effectivement. Donc, l'arrivée du transistor a changé un peu encore là, a amélioré, disons, l'avenue de la radio. Puis, tu connais certainement la compagnie Sony, la compagnie Ouais, qui développe maintenant la PlayStation 5. Ils ont énormément de produits. Sony, c'est vraiment une très grosse compagnie. Un de leurs premiers produits commerciaux qui a vraiment fonctionné, qui les a mis sur la map, disons, c'est une radio à transistor portative. C'est hmm. vraiment parce ils ont acheté le brevet du transistor, qu'ils ont intégré dans leur première radio, qu'ils ont mis en vente, puis ça a vraiment fonctionné. Wow! Ah ouais, fait que ça veut dire que tous les transistors vendus aujourd'hui, c'est des licences de Sony, ça se peut-tu? Ou c'est Non, non, plus dans le sens aujourd'hui? que le groupe qui ont développé les premiers transistors, ça restait une technologie un petit peu, c'était nouveau, innovateur et tout ça. Il y avait des brevets sur le transistor. Sony, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté un droit pour produire commercialement ce OK, transistor-là OK, avec la technologie qui a été développée. Mais évidemment, le transistor lui-même a évolué. Aujourd'hui, c'est même plus OK. le même transistor qui était il y a 40-50 ans. Là. La technologie, la chimie, la physique, tout ça ont amené un nouveau modèle de transistor, mais à cette époque-là, ils ont acheté le brevet pour produire commercialement et vendre leur première radio à transistor. Fait qu'une radio portative, dans ce Ouais. temps-là, qui rentrait dans les poches, ou tu sais-tu? Ah, oui, c'était, à moins que tu aies des grandes poches, mais c'est-à-dire, c'était OK, relativement petit pour son époque, là. Je dirais peut-être, tu sais, tu pouvais la tenir dans une main ou deux, là. Tu sais, c'était suffisamment petit par rapport à ce qui existait auparavant avec les vacuum tubes qui étaient des ampoules, qui étaient clairement comme des meubles dans ta maison. Là, tu pouvais apporter la radio à la plage, tu pouvais apporter la radio avec tes amis quand tu allais dans des parcs. Tu sais, ça l'a vraiment euh, apporter la radio ailleurs que juste dans les maisons, dans les foyers ou dans les fixe. bâtiments commerciaux. Là. Wow! Je savais pas que Sony était impliqué à ce niveau-là, puis c'était une de leurs premières grosses technologies de consommateurs vendues, là. Je vais essayer de mettre une image là, de ça, là, peut-être pour les auditeurs qui regardent la version vidéo du podcast. Fait que c'est vraiment intéressant. Je savais pas que Sony était impliqué là-dedans. Puis le transistor, ça, on avait déjà parlé dans l'autre épisode, je pense, mais le vacuum tube, est-ce que tu as une idée à peu près gros? C'est gros comment? Tu disais peut-être comme une ampoule à peu près? Ou... La meilleure référence, c'est l'ampoule. Parce OK. que, essentiellement, le vacuum tube, ça a été créé par rapport à l'ampoule. Parce qu'il y avait un problème avec les ampoules à l'époque. Puis ils ont développé, je ne vais pas dire par erreur, mais ils ont développé le vacuum tube avec les ampoules de l'époque. Fait que c'est vraiment, Ouais. si tu regardes un vacuum tube, on dirait une ampoule. OK. OK. Je vais essayer de peut-être en mettre un aussi. Génial, ça. Donc, on a vu. Je ne veux pas aller jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter, mais juste peut-être pour terminer, parce qu'on a vu un peu c'était quoi l'histoire de la radio, où ce que c'est commencé. Puis pour revenir un peu à ce qu'on a dit au début, la radio, on a l'idée dans notre tête que c'est ce qui est dans notre auto. Puis là, aujourd'hui, de plus en plus, on l'utilise de moins en moins parce qu'on va connecter notre téléphone, on va avoir notre musique à nous. Mais il faut se rappeler que dans ce que j'ai mentionné aujourd'hui avec l'histoire, c'est que la radio, c'est vraiment au sens large la communication sans fil. Mhm. Puis ce que ça nous a apporté d'avoir cette technologie-là de télécommunication, ça nous apporte tellement de choses aujourd'hui, comme par exemple, ça te permet de te guider avec les GPS aujourd'hui, ça utilise les communications sans fil avec les satellites. Ça te permet d'appeler, par exemple, tes parents, tes amis. Ça te permet, dans l'autobus, d'avoir Netflix pour écouter jusqu'au travail. Ça te permet tellement de choses. La télévision, le Wi-Fi chez toi, le Bluetooth quand tu connectes tes écouteurs. C'est des communications sans fil qui sont essentiellement le fruit de la radio. Donc, la radio au sens large, c'est vraiment tout ce qui est communication sans fil aujourd'hui. C'est né de cette technologie-là des acteurs que j'ai présentés aujourd'hui. Wow, c'est vraiment une belle conclusion. Ouais, c'est ça, c'est incroyable de voir que c'est ça la naissance de tout ça. Et pour moi, ce que je l'ai peut-être un petit peu mentionné plus tôt, mais c'est de voir que à la base, tous ces besoins-là, c'était juste pour se parler ou pour envoyer du divertissement à des longues distances, mais qu'aujourd'hui, on utilise ça plus pour les données, tu sais. On utilise ça pour envoyer des données GPS ou toutes sortes des épisodes Netflix ou n'importe quelle donnée. On dirait que le besoin primaire, pourquoi ça a été inventé, c'était plus pour du divertissement ou plus pour se parler, tandis qu'aujourd'hui, on dirait que ça a un sens tellement plus large et tellement plus, je ne veux pas dire vicieux là, dans certains cas, là, mais tu sais, c'est tellement plus
c'est vraiment plus loin de l'essence de base, pourquoi ça a été développé. Là. Fait que ça, je trouve ça vraiment hot. Puis, tu sais, là, on n'a pas embarqué là-dedans, puis c'est bien correct. Tu sais, on a dit qu'on n'embarquerait pas dans les premiers réseaux cellulaires, mais c'est ça que ça l'a amené ensuite, comme tu l'as mentionné, par Bell et tout ça. Puis, tu sais, c'est ça, on va pas se lancer là-dedans, là, mais c'est ça, c'est comme toute une autre canne de verre là, dans laquelle on pourrait plonger. Là. Mais la radio, c'est comme le grand-père de tout ça. Là. Tu sais, c'est vraiment tout cet historique-là, vraiment intéressant. Exact. Wow. Puis juste mentionner un dernier aspect que maintenant, comme tu dis, on a tellement de communication sans fil. Le spectre sans fil est plein. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espace. Ça coûte des milliers de dollars si tu veux avoir une bande de fréquences allouée à toi pour communiquer, faire ce que tu veux avec. Puis il y a même de la recherche qui est faite en ce moment pour capter ces fréquences-là, toute cette énergie sans fil qui communique en ce moment, autour de toi, tu as du Wi-Fi, tu as du Bluetooth, tu as les satellites, tu as la radio FM, tu as plein de choses autour de toi, plein d'énergie qui se propage autour de toi. Mais il y a des technologies en ce moment qui se font au niveau de la recherche universitaire pour capter cette énergie-là, puis justement la rendre utile. Par exemple, recharger ton téléphone ou par exemple, avoir des drones sans batterie, par exemple, parce qu'il y a tellement d'énergie peut-être dans l'air que tu n'as pas besoin de batterie dans ton drone. Donc, c'est des technologies qui, on se rend compte qui ont un potentiel, un peu comme Nikola Tesla essayait de le faire un peu plus tôt, transmettre de l'énergie sans fil, parce qu'on se rend compte qu'on est peut-être déjà surchargé suffisamment d'énergie autour de nous qu'on peut en bénéficier là, de ce qu'il y a là. Hey, c'est ça, peut-être sans nuire, là, sans couper le signal ou sans causer de l'interférence, j'imagine. Là, sinon, ouais, exact. Avec toute cette pollution-là. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est ça que tu m'avais déjà mentionné, justement, que le spectre est tellement rempli qu'on fait des recherches pour en ajouter. Puis même qu'on est comme un peu à bout. Là, c'est quasiment comme une ressource non renouvelable, là, l'espace qu'on a pour des ondes. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant que tu mentionnes ça. Mais je trouve que c'est une vraiment belle conclusion. Puis tu sais, je sais pas si c'était là que tu avais l'intention de terminer, mais t'avais-tu d'autres choses que tu aimerais mentionner par rapport au futur de la communication? Je trouve que c'est une excellente ouverture, là, mais... Non, oui, en fait, comme tu dis, à un moment donné, on commence à être limité. Avec la 5G, présentement, on va avoir des fréquences qui n'ont jamais été utilisées pour la communication, donc ça a plein de défis. Mais je pense que dans 10-15 ans, on va regarder en arrière, puis on va avoir encore plein de défis, puis on va se rendre compte que, un peu avec notre histoire de la radio, ça semblait être banal, mais on ne sait pas où ce que ça va nous amener. C'est plein de technologies qui ont un fort potentiel. Mais oui, puis comme ça l'a fait pour Nikola Tesla quand il a regardé une conférence de qui donc il a regardé une conférence? Hertz. De Hertz. Peut-être que ce podcast sera regardé par le futur Nikola Tesla. Il pourra inventer Qui sait? une nouvelle innovation, qui sait? Génial. Ben, ça conclut donc l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Phil, encore une fois. Merci beaucoup aussi d'avoir pris le temps de tout faire cette recherche-là, puis d'avoir sorti tous ces détails-là, ces dates-là. C'est vraiment apprécié. Puis je pense que ça a fait vraiment un bon package que le monde va vraiment aimer. Merci à toi pour l'opportunité. Oui, ça me fait plaisir. Merci aux auditeurs, surtout, pour avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook ou LinkedIn. À la prochaine.